Très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui Jeanne Champagne, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années maintenant sur des choses assez différentes. Et on va vous présenter un peu les circonstances de notre rencontre, ce qui nous a intéressés, les raisons pour lesquelles on a travaillé ensemble, un peu ce que ça a donné, et puis le projet qu'on a en cours actuellement toutes les deux, puisqu'on est en train d'écrire un livre ensemble, un livre un peu particulier. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui dans le projet qu'on a ensemble, c'est d'analyser avec les outils de la sociologie la trajectoire sociobiographique de Jeanne, ses choix artistiques. Donc Jeanne est metteuse en scène de théâtre engagée. Et elle collabore activement avec moi, on collabore ensemble, je ne sais pas comment dire, donc sur ce projet de livre qu'on a appelé Enrichi, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors le contexte de notre rencontre, en fait, il est très lié à Annie Ernaux. Notre première collaboration remonte en 2002. Moi j'avais fini donc une thèse en 99 sur les conditions de production et de réception et les usages sociaux et politiques de l'œuvre d'Annie Ernaux, qui à l'époque était très peu étudiée en littérature en France, mais qui était déjà l'objet d'intérêt pour les chercheurs en sciences sociales, au moins depuis la parution en 84 de Laplace sur l'autosociobiographie de son père. Jeanne, à l'époque, c'était la première femme de théâtre à adapter Annie Ernaux en France, et elle avait choisi d'adapter l'événement où l'écrivaine raconte son avortement clandestin survenu en 1964. Et donc Jeanne voulait organiser, ce qui était déjà original à l'époque, un colloque pluridisciplinaire international. À l'époque, encore une fois, Annie Ernaux intéressait pas grand monde. Enfin, je veux dire, c'est pas le prix Nobel actuel, ni même la Annie Ernaux des années. Voilà, à l'époque, c'était quand même assez novateur de travailler sur elle en France. Et donc, elle avait appelé ce colloque Littérature, Sociologie, Théâtre, l'impact social et politique de l'œuvre d'Annie Ernaux dans la construction de soi. Donc, c'était organisé avec la compagnie que Jeanne a fondée en 1981 à Malakoff, Théâtre Écoute, le Théâtre du Chaudron et la Cartoucherie de Vincennes. Et c'était le premier, en fait, sur l'œuvre d'Annie Ernaux en France, qui avait rassemblé en sa présence un certain nombre de littéraires français, pas beaucoup, parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas nombreux à s'intéresser à l'époque à elle. Et puis certains ne s'intéressaient pas directement à elle, comme Philippe Lejeune, il s'intéressait plutôt à l'autobiographie. Il y avait Fabrice Tumrel et Françoise Simonet-Tenant. Il y avait des Britanniques, parce que là, pour le coup, chez les littéraires britanniques ou les spécialistes de cultural studies, il y avait déjà un intérêt pour Annie Ernaux, Lorraine Day en particulier et Lynn Thomas. Et puis il y avait une Canadienne, Barbara Abercroft, qui s'intéressait déjà à elle. Il y avait deux sociologues, François de Singly et Michel Boson, et puis deux écrivains, Patrice Robin et Isabelle Rossignol. Donc moi j'y avais exposé un certain nombre de choses, notamment les conditions de production de l'œuvre, les usages socio-pédagogiques militants aussi, dont cette œuvre était l'objet par des enseignants du secondaire qui intégraient à l'époque des textes d'Annie Ernaux dans des manuels scolaires à destination des lycées professionnels. Et puis j'avais évoqué l'évolution des réceptions de cette œuvre au travers de son courrier des lecteurs. Donc à l'époque, ce qui dominait, c'est que depuis, en tout cas avant Passion Simple, parmi les modalités d'appropriation, d'identification projective que recelait ce courrier, les dominations évoquées par les lectrices et les lecteurs étaient plutôt des dominations de classe, en tout cas elles primaient très clairement les dominations de genre. Plus généralement, ce colloque essayait d'analyser la manière dont la littérature et le théâtre pouvaient être analysés comme des armes d'engagement, voire de combat social et politique. 20 ans après, en lien avec le dépôt des archives de Jeanne à la section Art et Spectacle de la BNF, Jeanne a organisé à la médiathèque de Malakoff une exposition rétrospective sur son travail au théâtre et une série de débats autour de la notion de matrimoine et de sa transmission,
avec des écrivaines et des chercheuses en sciences sociales encore, avec qui elle avait eu l'occasion de collaborer tout au long de sa carrière. Donc à cette occasion, elle m'avait demandé de discuter avec elle et Annie Ernaux encore, et puis aussi l'écrivaine Dali Farah dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette notion de matrimoine qui est au cœur du projet de Jeanne, notamment pour montrer que cette notion, c'est pas du tout le néologisme qu'on pourrait penser qu'elle est, puisqu'elle est issue d'une terminologie juridique, oubliée certes, mais d'une terminologie juridique du Moyen-Âge, et puis pour évoquer aussi les usages militants actuels dont cette notion était l'objet. De cette nouvelle rencontre et de la richesse ethnographique, pour le coup des documents que j'ai découverts à l'époque dans les archives de Jeanne, on a eu l'idée d'écrire donc un livre enrichi, c'est comme ça qu'on l'a appelé, on l'a appelé Augmenté aussi pendant un temps, enfin on ne sait pas trop, qu'on a conçu dans une optique pluridisciplinaire. L'objectif c'était de le rendre accessible, enfin c'est de le rendre, parce qu'il n'est pas fini, accessible au grand public, non spécialiste, mais un public quand même curieux, de plusieurs choses. D'abord de l'histoire du théâtre public, dont Jeanne suit l'histoire en fait, des liens entre le théâtre public et l'engagement politique, le féminisme, la littérature et les sciences sociales. Et ça nous a paru d'autant plus important qu'on est dans une période où il y a un intérêt nouveau qui surgit pour les carrières de la première génération de femmes metteuses en scène de théâtre en France. Et donc l'objectif, c'est d'analyser au travers de toute une série d'entretiens qui ont déjà été réalisés, c'est pour ça que le projet est quand même pas mal avancé déjà, des entretiens avec Jeanne, mais aussi avec d'autres personnes, je vais y revenir, d'essayer de comprendre la trajectoire de Jeanne, sa trajectoire biographique, personnelle, mais aussi professionnelle évidemment, et militante, et puis aussi les ressorts de ses choix artistiques, en prenant pour base un récit de vie auto-réflexif. Donc j'ai réalisé avec elle une douzaine d'entretiens à l'heure actuelle, où elle revient sur les différentes étapes de sa carrière, depuis ses années d'apprentissage, ses inspirations, ses filiations, ses représentations du rôle du théâtre public, dans lequel elle a effectué toute sa carrière, ses engagements féministes, sociaux et politiques, et toutes ces constances qui ont guidé sa réflexion et son travail. Et j'ai donc ajouté un certain nombre d'entretiens avec certains de ses proches, son compagnon, Gérard Didier, qui est peintre et scénographe de tous ses spectacles depuis les années 80, mais aussi Annie Ernaux, la philosophe Geneviève Fraisse et l'historienne Michel Perrault, qui font partie des gens en sciences sociales avec qui Jeanne a travaillé. Et puis on voudrait y ajouter aussi des documents inédits, des correspondances entre Jeanne et les écrivains qu'elle a mis en scène, comme Annie Ernaux, mais aussi Charles Julier, Édouard Bond, Agatha Christophe, des archives privées de Jeanne, des photographies personnelles, des notes de mise en scène, des schémas scénographiques de Gérard Didier, des extraits de répétitions de pièces, d'entretiens ou de documentaires. Donc l'idée c'est de partir d'un cas, donc de penser par cas, et de rendre compte sociologiquement de la trajectoire de l'une des femmes pionnières dans la mise en scène du théâtre public et des ressorts de son engagement qui est indissociablement artistique, féministe et politique. En témoigne son intérêt constant pour les questions de genre et d'émancipation des femmes dans les textes littéraires qu'elle a mis en scène dès le début de sa carrière, Annie Ernaux, mais aussi Rachilde par exemple, Marguerite Duras ou encore Georges Sand. Mais elle a d'autres particularités. Jeanne, elle s'intéresse aussi aux autobiographies et à des textes littéraires d'auteurs transclasses, transfuges de classe, qui sont comme elle, fils ou filles d'instituteurs. Donc je vais vous donner quelques éléments sur sa trajectoire avant de lui poser des questions, puisque c'est comme ça qu'on a décidé d'interagir toutes les deux. Donc Jeanne est née en 1948 dans un petit village du Berry, d'une mère femme au foyer qui n'avait pas fait d'études et d'un père instituteur qui est véritablement typique de cette figure du hussard noir de la République, dont l'influence socialisatrice a été essentielle. Dans une interview, Jeanne a déclaré « De mon père instituteur et de l'école laïque et républicaine, j'ai appris que lorsque la République vous donne quelque chose, il faut le rendre au centuple. » Après le lycée à Issoudun, le parcours semblait tout tracé pour Jeanne, puisqu'elle devait, comme beaucoup de jeunes filles provinciales de sa génération, passer par l'école normale d'institutrice. Mais entre-temps, Jeanne se rend régulièrement à la Maison de la Culture de Bourges
où elle assiste à des spectacles menés par Gabriel Monet, l'un des pionniers de la décentralisation théâtrale. Donc elle voit notamment La Tempête de Shakespeare, et elle me dit en entretien que ce qui était sur scène, La Tempête, s'était aussi déchaîné en elle à l'époque, et que ce choc, je la cite, lui fait penser que la vie était ailleurs qu'à la campagne, et qu'à l'école normale aussi, qu'elle arrête très vite, et qu'elle pouvait être sur un plateau. Elle décide donc de s'installer à Paris, et elle va suivre une formation auprès de figures emblématiques du théâtre de l'époque. Après des études à l'Institut d'études théâtrales avec Jacques Lassalle et une formation de comédienne aux ateliers des quartiers d'Ivry, Jeanne va suivre les cours d'Antoine Vitesse au Conservatoire national d'art dramatique. Elle va jouer au TNP avec Roger Planchon, héritier de Jean Vilar, et artisan fervent aussi de la décentralisation théâtrale, où elle va côtoyer Patrice Chéreau, et au CDN de Reims, où elle va travailler avec Philippe Adrien. Elle a été aussi l'élève de Pierre Gaudibert, dont l'ouvrage de 72, Action culturelle, intégration et ou subversion, l'a beaucoup marqué. Et puis ensuite, elle va commencer sa carrière comme comédienne, et puis ensuite comme assistante et dramaturge, dans le cadre du Festival d'Avignon, où elle va proposer La Maison d'Anna d'après Anaïs Nin. S'en suivront ensuite une vingtaine de mises en scène pour le théâtre, avec notamment de 92 à 97 une association en résidence de la compagnie Théâtre Écoute à la Maison de la Culture de Bourges, scène dramatique nationale, mais aussi parallèlement à une très forte implication auprès des jeunes dans l'éducation artistique et culturelle, où elle va illustrer ce souci qui est constant chez elle de transmission. Donc elle va devenir l'une des premières femmes metteuses en scène de théâtre en France, alors qu'il faut préciser qu'à l'époque, elles étaient vraiment qu'une poignée, ce qui rejoint aussi, de mon côté, un de mes centres d'intérêt de recherche, qui est la sociologie des métiers non mixtes. Par ailleurs, sa carrière est emblématique de celles qui sont possibles à l'époque dans le théâtre public subventionné et conventionné, et son récit de vie plonge aussi, c'est ce qui est passionnant, dans l'histoire et les coulisses de ce champ professionnel très fortement hiérarchisé, dans lequel se déploient des rapports de force et des violences symboliques, notamment entre les prétendants et les établis, entre les femmes et les hommes. Bref, elle raconte tout ce qui est rarement raconté, et qu'elle va découvrir elle-même progressivement, notamment à la faveur de ses engagements syndicaux et féministes, dans cette période marquée par l'effervescence post-68. Donc du point de vue du sociologue de la culture que je suis aussi, c'est une carrière qui présente de très nombreux intérêts et des spécificités qui distinguent très nettement Jeanne des autres metteurs en scène de théâtre de sa génération. Et c'est sur ces spécificités que j'aimerais qu'elle réagisse. Alors d'abord, il y a une première spécificité, c'est le fait que Jeanne va traiter de façon récurrente du thème des transclasses ou transfuges de classe, puisqu'elle a adapté Peter Hanke, Charles Julier, Édouard Bond, Denise Bonal, Annie Ernaux, ou encore Georges Sand, qui était transfuge par sa mère. Et par ailleurs, des gens qui sont fils ou filles d'instituteurs comme elle, Jules Vallès, Zaniatine, Duras ou Agota Christophe. Donc ça, c'est un aspect qui, moi, m'est apparu tout de suite comme étant très important dans son travail, et en fait, qu'elle a découvert au moment où on a fait les entretiens. C'est-à-dire qu'elle n'était pas consciente, en fait, d'avoir adapté autant de récits de transclasse. Donc j'aimerais qu'elle revienne d'abord sur cet aspect. Bonjour, c'est toujours intimidant d'entendre parler de soi d'abord pendant si longtemps. Donc je vous remercie, je remercie Isabelle de m'avoir invitée, et donc je vais essayer, je vais tenter de répondre, et je suis un peu, d'abord tous ces compliments, c'est un peu compliqué pour moi. Enfin voilà, je voulais vous dire ça avant de prendre la parole. Alors il est évident que je ne m'étais pas posé la question des origines sociales des auteurs et autrices que je mettais en scène. Parce que ce qui retient mon choix, et c'est vrai que c'est donc une des choses fondamentales aussi d'une collaboration, puisque vous posez plein de questions en amont, qui sont tout à fait intéressantes, c'est réellement, voilà, à cette époque-là on ne travaillait pas ensemble, mais de mettre en évidence le fait que ces autrices et auteurs étaient transclasses, pour moi, d'un coup, j'ai découvert ça.
Donc ça, c'était très très important. Et pourquoi? Alors, c'est toujours mystérieux pourquoi un texte retient votre attention. Pour une metteuse en scène, c'est évident qu'il y a des éléments dans le récit, le roman, parce que moi, après on en parlera, j'ai souvent adapté des romans au théâtre ou des récits de vie. Donc c'est réellement des questions que je me posais. Et dans ces textes, qui sont la plupart des romans d'apprentissage, hein, comme on disait au XIXe siècle, comme on dit en littérature, retenaient mon attention par les contenus. Ils me parlaient à moi, donc je pensais qu'ils pouvaient parler à d'autres. Puisque ça, c'était une des raisons, une des motivations de mes choix, c'est très très important, je pense pas... Voilà, ma sensibilité est très importante, je suis sensible à ce qui est dit, ce qui est découvert, ce qui est appris, apprendre, comprendre, sont des mots action, comme je dis, comme disait Vitesse également. Le théâtre, c'est l'action. Donc c'est pour moi quelque chose de très très important. Qu'un texte me permette de découvrir quelque chose, de comprendre quelque chose, et peut-être faire comprendre à d'autres, celles et ceux qui sont dans la salle, puisqu'à cette époque-là, on verra, j'ai eu des spectacles participatifs, l'alternative à la scène à l'italienne, mais aussi un public comme on est là, dans un rapport de salle à l'italienne. Des gens écoutent et je parle. Donc c'est quand même la grande chose du théâtre, c'est on prend la parole sur une scène et d'autres écoutent. Nous sommes ensemble, c'est vraiment unique, ça. C'est unique. Nous sommes avec et ensemble. Donc, pour moi, ce sont des notions qui sont totalement fondamentales. Et ce que dit Isabelle, quand j'ai vu La Tempête, alors que j'étais lycéenne en province, et que, bon, à l'âge où on est adolescente, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, et puis c'est très dur. D'abord, c'est une période, je trouve, immensément difficile à traverser. Moi-même, je l'ai très mal traversée. Donc, je vais à la Maison de la Culture, je vois un spectacle, La Tempête, en plus que raconte La Tempête de Shakespeare, et c'est évident que La Tempête était sur le plateau, mais elle était en moi. Entre Caliban et Ariel, il s'est passé une chose extraordinaire. Je veux dire, le choc émotionnel a été tellement fort que je n'en suis jamais revenue. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai des frissons. C'est quelque chose qui m'a complètement bouleversée. Donc voilà. Ça s'est passé comme ça, je ne peux pas dire autre chose. Après, bien sûr, bon, après, le chemin a été long pour comprendre ce qui s'était passé, pour pouvoir mettre en œuvre ce désir. Et c'est là où il y a une chose très importante dans mon travail, c'est que je me suis rendu compte que c'est ça, c'était mettre en œuvre des désirs et des idées. Et transmettre ça à des jeunes filles et des jeunes gens, est une des clés de mon travail, je crois. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à... Pas totalement, mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Jeanne, je disais, dans les autres particularités, elle est la première en France à avoir adapté pour le théâtre un récit d'Annie Ernaux, donc l'événement. Et l'une des choses qu'elle m'a dites quand on s'est rencontrés, c'est quand elle a commencé à parler autour d'elle du fait qu'elle travaillait sur Annie Ernaux, on lui disait tout le temps « Ah bon, vous travaillez sur Annie Ernaux ?» Annie Ernaux, c'est pas du théâtre, c'est Bourdieu en roman. Et donc j'aimerais qu'elle revienne sur cette formule, en fait, qui relie dès le départ son travail aux sciences sociales. Pourquoi avoir adapté Ernaux au théâtre? Et pourquoi plus spécifiquement ces 4 récits, puisque elle a adapté également La femme gelée, Passion simple et Les années. Et l'une des raisons qu'elle évoque en entretien, c'est de dire que l'écriture d'Annie Ernaux touche à la fois à l'intime et au politique, au particulier et à l'universel, et qu'elle est transgressive, en particulier avec les années, et puis les autres. Hein. Sachant que ça n'a pas été simple pour elle, on va vous passer un petit extrait d'adapter ce livre-somme au théâtre, et que l'une des questions qu'elle s'est posée, c'est le problème de la restitution d'une autobiographie collective sur un plateau et la polyphonie de voix qui les caractérise.
Voilà, donc j'aimerais qu'elle nous en dise un peu. Tu veux qu'on passe Non, je préfère. Attends, on le passera après parce que il faut revenir un petit peu à la genèse quand même de l'histoire. Pourquoi j'ai rencontré Annie Ernaux, pourquoi j'ai adapté l'événement et pourquoi l'événement n'est pas uniquement l'événement. C'est l'adaptation de 3 textes d'Annie Ernaux. L'événement, les armoires vides et ce qu'ils disent ou rien. Le premier spectacle que j'ai adapté, donc en 2000, c'est ça. Ça s'est passé, c'est-à-dire que, je le raconte dans le cahier de Lerne. Mais c'est important puisque je vois qu'il y a plein de jeunes gens et de jeunes filles ici, et ça c'est formidable. C'est-à-dire que je menais un atelier à partir des écrits de Jules Vallès, donc un chantier que je menais à la cartoucherie qui s'appelait De la révolte à l'engagement. Et les lois de l'amour et de la vie, comment apprendre, avec Véronique Naumgrapp, et tu en parleras tout à l'heure, et puis Geneviève Fraisse, l'écart entre la loi et les mœurs, parce que je travaille toujours comme ça. Hein, tu y reviendras tout à l'heure, je développerai ça tout à l'heure. Je menais un chantier qui s'appelait, donc, il y a 20 ans, hein, attention, ça c'est il y a 20 ans, à l'assaut de l'Assemblée nationale, maintenant ça se fait beaucoup, mais il y a 20 ans, ça ne se faisait pas tellement. Et d'aller dans un lycée professionnel et dire, voilà, je suis féministe, donc j'ai envie de travailler sur des écrits de Simone de Beauvoir, encore moins. C'était très ringard d'être féministe il y a une vingtaine d'années, excusez-moi, tout était réglé, nous n'en parlions plus. Mais les profs étaient extraordinaires. Moi j'ai un grand respect pour les profs, les enseignants, que ce soit du primaire ou de l'université, c'est quand même, ils sont courageux, je trouve, très très courageux. Donc, on mène cet atelier avec la prof et mon équipe, et puis au moment où, bon, il y a des règles dans les ateliers, il faut se mettre debout, le théâtre, on se met debout, hein, c'est donc la vie, déjà. On regarde les autres, on s'adresse, c'est tout un travail qui fait qu'à l'intérieur de soi, on devient déjà différent et différente. Et alors qu'il y avait Simone Veil, Lady Di, enfin elles avaient choisi, hein, c'est elles qui avaient choisi, on avait apporté, vous savez comme ça se pratique, des tas de textes, et quand il s'est agi de Beauvoir, la jeune fille qui lisait le texte, elle ne voulait pas se mettre debout, elle lisait comme ça, sans très bien comprendre, ce que je comprends complètement, donc mon travail à moi était justement qu'elle prenne en charge ce texte. Et quand elle l'a lu, elle s'est mise debout, elle l'a lu, et d'un coup elle l'a jeté au sol en disant c'est dégueulasse de nous faire lire ça, madame, vous n'avez pas le droit. Ouf! J'ai reçu une claque, une vraie claque, de silence. Nous étions il y avait beaucoup d'humour, on rigolait et tout ça, on avait fait une forme d'assemblée et tout ça, et là j'ai reçu une vraie claque, et en vous le racontant, c'est vraiment... J'ai vu que, ben non, ça n'était pas passé de l'autre côté. On croyait que les choses étaient là, mais sur le terrain, non. Et l'écart entre la loi et les mœurs était vraiment, j'étais creusé. 2000, hein, je parle 2000. Maintenant, il y a MeToo. Heureusement, on a rattrapé du chemin. Mais à cette époque-là, donc alors, on a essayé d'expliquer de l'époque. L'événement, cet avortement, c'était 63 pour Annie Ernaux. Donc avec la prof, on explique, on passe du temps, pas moyen de reprendre l'atelier. Donc, alors là, je suis sortie avec les profs, on a discuté, et j'ai dit on va trouver comment répondre. Il faut trouver comment répondre. Le théâtre peut répondre à quelque chose comme ça. En plus, cette jeune fille, je ne lui en voulais pas du tout. C'était à nous, ça nous renvoyait à nous, féministes de cette génération. Et enseignante, et la prof aussi, se sentait totalement concernée. Donc, je lisais les textes, j'ai lu les textes d'Ernaux, il y avait donc les armoires vides, ce qu'ils disent au rien, c'est violent les armoires vides. Donc je me suis dit, ça va être difficile de répondre avec les armoires vides, bref. Juste, Annie Ernaux sortait son bouquin, l'événement. Alors là, ni deux, j'ai écrit à Annie Ernaux. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que je voulais faire un cycle de lecture. Au début, je ne pensais même pas adapter au théâtre, je disais le cycle de lecture, avec des différents textes. Et je lui ai écrit, elle m'a dit on se voit. Elle a réagi très positivement, mais tout de suite. Donc on s'est vu dans un café, j'avais un trac fou,
Et je lui explique la situation. Et elle venait de sortir l'événement, donc là, elle était très hésitante, parce que quand un bouquin vient de sortir, voilà, tout de suite en faire une adaptation, c'était pas évident. Donc je lui explique en plus que c'était pas uniquement l'événement. Je voulais prendre des extraits des armoires vides, puisqu'il y avait la chambre de cette jeune fille, la chambre de cette jeune fille dans la cité universitaire. La situation, pour moi, était, je trouvais, très très importante. Et ce qu'ils disent rien, c'était ce qu'Annie Ernaux a repris plus tard dans Mémoire de fille, ce moment où, justement, il y a cette violence sexuelle et qui a eu un tel retentissement dans son écriture. Donc elle est d'accord. Elle est d'accord. Donc elle a une responsabilité énorme pour moi. Mais ce qui a été formidable, et après je vais m'arrêter, mais ce qui a été formidable, c'est que nous avons joué ce spectacle à la cartoucherie, que c'était archi plein, que les lycéens et les profs des alentours sont venus, que les lycéennes de l'atelier sont venues, mais qu'elles ont voulu faire venir leurs parents, et que nous avons joué le dimanche après-midi. Donc, le théâtre, c'était un soulagement énorme. Annie Ernaux m'a envoyé une lettre magnifique. Et donc, elle était présente, bien sûr. Annie Ernaux était présente. Et elle est partie avec nous en tournée, exceptionnelle, un cadeau. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, ça a été une vraie leçon. Il y a un nœud qui est là, très important, où j'ai compris, même si je le comprenais avant, là j'ai compris des choses, et le rôle extraordinaire que pouvait avoir le théâtre, et justement une collaboration qu'on avait eue avec Geneviève Fraisse, Naum Grapp, Joël Brudrick-Hoffmann, enfin voilà, des personnalités, je pourrais vous en citer, qui ont participé à cette aventure de façon extraordinaire, quoi. Est-ce que j'ai répondu? Alors du coup, on va peut-être poursuivre là-dessus, avant peut-être de montrer un extrait des années. Je l'ai dit tout à l'heure, l'une des caractéristiques aussi du travail de Jeanne très particulier, c'est que compte tenu des thèmes qu'elle aborde au théâtre, elle a réfléchi très vite au lien entre théâtre engagé, littérature et sciences sociales, et donc très vite elle s'est assurée la collaboration de chercheurs en sciences sociales. Elle en a donné quelques-uns, il y a Alain Garrigou aussi, Véronique Naum Grapp, Michel Perrault, Geneviève Fraisse. Donc, ce qui est intéressant là dans le projet de Jeanne, c'est justement cette collaboration qui est quand même assez inédite dans cette systématicité-là, en tout cas. Et donc, j'aimerais qu'elle nous explique ce qui, pour elle, est intéressant dans cette collaboration. Comment ça a affecté ton travail, comment ça le nourrit, ou comment ça inspire ton travail de création artistique. Ah, ça le nourrit. Ça le nourrit. Pour moi, ça élargit la pensée. C'est comme si ça élargit, parce que l'élément théâtre, ça se passe, vous savez, un texte, ça se passe entre soi et soi au début. C'est une immersion. Moi, je m'immerge dans les textes d'Ernaux ou de Peter Handke quand j'ai travaillé sur Handke, ou sur George Sand. Vous allez voir un exemple de travail autour des textes politiques de Sand. C'est une immersion, donc c'est entre soi et soi, parce qu'après on va avoir des acteurs, des actrices. Comment on va travailler, comment on va aborder ça, c'est pas la question là maintenant. Mais donc il fallait, en amont, ça se passe entre soi et soi. Mais des questions posées à l'intérieur font que, alors si le texte était d'Annie Ernaux, bien sûr, si le texte est de Perrault, c'est différent. Parce que c'est vrai que là, on le verra pour Michel Perrault. Hein? Oui, j'ai adapté, donc c'est Michel Perrault qui avait rassemblé les textes politiques de George Sand sur la République de 48. Et donc, quand on m'a demandé pour le bicentenaire de la naissance de George Sand de faire un travail à l'Assemblée nationale avec énormément de jeunes filles et de jeunes gens, c'est parce que j'ai rencontré Michel Perrault que j'ai compris l'intérêt et l'importance. Même si moi j'ai un chemin avec George Sand, un chemin artistique, là d'un coup ça a été c'est vraiment c'est une personnalité absolument extraordinaire et qui donc, ensemble, elle m'a fait comprendre surtout l'aspect très contemporain
des textes de 48, et je vous assure que les entendre, c'est incroyable. Les jeunes filles et jeunes gens qui ont travaillé sur ces textes, d'un coup, puisqu'il y en a plus de 1000 hein, dans toute la France, parce que j'ai travaillé avec des lycéens de toute la France, eh bien, c'est même aujourd'hui, la République de 48, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, bon, reprise après. Et donc, oui, donc l'intérêt de cette collaboration, c'est ça, c'est que ça élargit totalement le propos. C'est ça que je veux dire, tu vois. En amont, il faut quand même que je trouve, moi, ma raison, ma motivation, mon désir du texte. Mais d'un coup, après, travailler avec historiennes, philosophes, sociologues, ou travailler comme on a travaillé ensemble sur l'impact des textes d'Annie Ernaux. Mais moi, c'était un désir de moi, parce que je savais que dans la construction de soi, il y avait une chose très importante au niveau d'Annie Ernaux. Vous voyez bien qu'il y avait des éléments essentiels, la sexualité notamment, qui est quand même une question essentielle dans l'adolescence, et même avant l'adolescent, mais dans la construction de soi. Et donc là, j'avais vu que tu avais travaillé, écrit une thèse sur l'écriture d'Ernaux et la réception, surtout la réception. Donc je savais que tu allais pouvoir m'aider dans la construction de ce chantier. Excusez-moi, parfois je suis un peu émue et donc les mots exacts ne sortent pas toujours. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà, donc ça c'était, c'est pour moi, c'est une nourriture, on se nourrit ensemble. Et le bonheur éprouvé avec Isabelle, autour des textes d'Annie Ernaux, puisqu'on poursuit autour des textes d'Annie Ernaux, puisque après j'ai mis en scène La femme gelée, et vraiment, alors là, les codes du mariage, vraiment, j'avais vraiment envie de faire la peau à ça, faire la peau au mariage, de montrer à des jeunes filles et des jeunes gens qu'une autre voie possible était possible. Ne pas avoir d'enfant, aimer une autre femme, enfin tout ce qui est possible. Donc, c'est un chemin, je voulais montrer à travers La femme gelée, un chemin vers la liberté. Et ça, alors bien sûr, je vous parle de ça, c'est il y a 20 ans. Alors bien sûr, avec MeToo maintenant, tout ça paraît beaucoup plus simple. Mais il y a 20 ans, qu'une jeune femme disait non, je suis une femme célibataire, non, je ne suis pas mariée, non, puis j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. C'était bon, il fallait déjà se justifier. Donc vous voyez, mes choix de texte, bien sûr, aussi, sont des choix qui font que j'ai envie de travailler en collectif. Déjà, le théâtre, on travaille, c'est un travail collectif. C'est pas quelqu'un tout seul. Moi, toute seule, je fais rien. Le théâtre, c'est un collectif. Et là, élargir ce collectif, on élargit les idées, on s'élargit le cœur et la pensée. Et c'est quand même fondamental. Si on n'est pas là, sans les autres, sans l'autre, je ne suis rien. Et ça, c'est fondamental à faire apprendre aujourd'hui. Sans l'autre, nous ne sommes rien. C'est un travail en groupe, à plusieurs. Nous y arriverons peut-être, mais seuls, non. Tu l'as déjà un peu évoqué, mais tu parles souvent des fonctions alors que tu appelles sociales et politiques agissantes du théâtre. Et c'est aussi une fonction que tu donnes à la sociologie en particulier, aux sciences sociales. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Je peux dire qu'elles sont des forces transformatrices surtout. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve que quand même, lire dans un texte, se reconnaître, c'est-à-dire que c'est quand même assez fondamental, dans un texte, que quelqu'un d'autre a traversé cette épreuve, que quelqu'un d'autre a vécu ça. On n'est pas seul. C'est toujours cette même histoire. Je trouve que c'est cette possibilité transformatrice et de... C'est évident que Bourdieu, moi j'avais étudié, c'est pas du tout comme Annie, je vais le dire. Autant moi j'avais étudié Bourdieu à l'école normale, c'était pour les autres, c'était pas pour moi.
Enfin, vous comprenez, je vais étudier, et parce qu'à l'école, il y avait des discriminations, parce qu'il y avait l'élite, parce qu'il y avait la reproduction, parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas droit à tout, mais c'était pas pour moi, au début. Vous comprenez, tu comprends ce que je veux dire? On nous enseignait les textes de Bourdieu, les héritiers, la reproduction, mais parce que nous allions avoir des enfants défavorisés dans nos classes. Voilà. Mais on ne prenait pas pour soi. C'est plus tard qu'on le propose, qu'on comprend un certain nombre de choses. Donc, quelle était la question? Tu vois, je me suis perdue. C'est sur les fonctions, sur les fonctions sociales et politiques agissantes du théâtre. Oui, donc alors, c'est formidable parce que quand on lit ça et d'un coup, et on se rend compte bien sûr que le théâtre, on est dans une salle, là, le théâtre avait une force agissante sur moi. Donc, pourquoi elle n'aurait pas sur les autres? La force émotionnelle. Alors moi, j'aime pas le sentimentalisme sur un plateau, je déteste ça. Ça, c'est Bond aussi qui m'a appris ça, Edouard Bond. C'est pas là qu'on va trouver. L'émotion, c'est autre chose. Le sentimentalisme, il faut mettre ça de côté. En revanche, l'émotion, Brecht est là aussi. La prise de conscience. Prendre conscience, on voit le phénomène de la catharsis aussi du plateau. Il se passe des choses tellement fortes entre la salle et le plateau, on est ensemble, enfermés ensemble dans un endroit quand même, dans un lieu. Alors si vous en avez marre, vous pouvez sortir. Mais c'est pas évident, on vit ensemble. Est-ce que on n'a pas tellement d'autres occasions de vivre comme ça, totalement ensemble, enfermés dans un lieu? Donc il y a une force agissante. Ou de rejet, ou d'adhésion, ou de questionnement, un regard critique. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'il y a des pièces absolument m'aider. Pourquoi elle va tuer ses enfants? Vous allez vous poser des questions. Attendez, le théâtre et les pièces, les tragédies sont absolument incroyables. Ou Phèdre, cette passion, on va se poser des questions. Et donc c'est formidable, le théâtre c'est l'art de la question. Donc ça a une force agissante. Moi je ne fais pas un théâtre séduisant. Et on n'écoute pas ça, et on ne regarde pas ça de façon passive. Ce sont des êtres humains en chair et en os que vous avez devant vous. C'est pas du tout virtuel. C'est ça la force du théâtre. Et pourquoi en temps de guerre? Pourquoi dans les pays fascistes, on a toujours voulu arrêter et tuer le théâtre? Il y a une raison. Sontag est pareil, elle a fait du théâtre en temps de guerre. Parce que c'est ça, il y a une force incroyable qui la vit sur un plateau. Et c'est pour ça que c'est une force agissante. Alors peut-être pour conclure, parce que je vois que le temps passe, si on veut montrer un petit extrait de ton travail, j'aimerais revenir aussi avec l'une des raisons de notre collaboration, c'est ton parcours de féministe et le fait que la question de l'émancipation des femmes a toujours été centrale dans ton travail. Alors en lien avec différents éléments, notamment la prise de conscience des fortes inégalités de genre et de la division genrée asymétrique du travail et dans le théâtre public, au moment où toi tu y entres et dont tu prends la mesure progressivement au fil notamment de tes engagements syndicaux. Et puis avec un peu le bilan rétrospectif que tu fais aujourd'hui de ta carrière, la question de savoir ce qui a le plus pesé dans ta propre trajectoire professionnelle en termes d'effets sociaux, le fait d'être une femme ou celui de ne pas toujours être ajustée socialement et culturellement dans le champ du théâtre professionnel de l'époque. Le fait qu'il y avait aussi chez toi, comme chez les petits nombres de femmes metteurs en scène à l'époque, le fait que tu avais une représentation de l'excellence professionnelle, que ça impliquait un surinvestissement dans le travail, et malgré tout, au final, un sentiment persistant d'illégitimité, malgré les succès. Oui, ça c'est sûr, mais on l'a parce que même avoir été dans le cadre du Festival d'Avignon, Festival d'automne, disons avoir des critiques élogieuses, mais on l'a toujours parce que finalement il y a toujours cette question de peut-être de pas mettre en scène Shakespeare, tu vois, par exemple. Mais bon, c'était pas mon... je laissais ça aux hommes, comme on dit.
qui montaient, bon voilà, il y avait 4 tempêtes, j'allais pas en plus faire la mienne, tu comprends ce que je veux dire? Pareil, il y a 5 cerisets, il y a une compétition en permanence de qui va faire quoi, et puis des moyens, tu vois. Non, et puis c'était pas ça c'était pas ça, à part, bon bien sûr je pourrais avoir quelques regrets, mais c'est pas ça, mon objectif était pas celui-là. Et puis parfois j'avais cette entre guillemets insulte, c'est trop pédagogique. Alors que moi la pédagogie, je place et Vitesse heureusement était un immense pédagogue. Et donc ça, je le prenais au contraire comme un compliment et non pas comme une insulte, venant des hommes, hein. La pédagogie bien sûr, c'était trop. Donc c'est intéressant ça, c'est intéressant. Alors bien sûr en ce moment ça bouge. Tout bouge. Mais il faut reconnaître que, oui. Mais j'ai eu la chance, c'est le féminisme qui m'a donné de la force. J'ai eu la chance de rencontrer Delphine Seyrig, j'ai eu la chance de connaître Carole Rossopoulos, qui donc ont fait ensemble Sois belle et tais-toi. J'étais actrice à ce moment-là, ça vous secoue bien, la tête. Et à quoi? Pourquoi tu fais du théâtre? À quoi est-ce que tu vas être utile? Godibert aussi. Godibert, qui était vraiment une personnalité qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi tu fais du théâtre? L'art, pourquoi faire? Et ce bouquin dont on parlait de Godibert, animation, intégration ou subversion. Donc ce mot subversion, comment mettre des mots sur cette révolte et qu'est-ce que je vais en faire? C'est pour ça que j'ai travaillé avec Garrigou après de la révolte à l'engagement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois? Est-ce que je réponds? Tu réponds. Alors, le temps passe, je vois qu'on me rappelle alors, donc on va passer les années. Alors, je ne sais pas, peut-être il faudrait passer avant. On aura le temps d'en passer qu'un, en fait. Ah non, mais alors, il faut passer le petit bout sur Georges Sand. Ça dure 6 minutes, hein, et après les années, 6 minutes dans la journée, si vous voulez voir. Mais il faut passer Georges Sand parce que c'est quelque chose que j'avais créé qui s'appelait l'atelier Passe-Frontières. Donc, c'est Passe-Frontières aussi bien par rapport aux universités, par rapport à travailler sur l'histoire, la philosophie, les sciences sociales, mais Passe-Frontières aussi pour des jeunes qui sont dans les banlieues. Et moi, comme j'avais des cours à Fénelon, grand lycée parisien, à Paris 3, grande université parisienne, donc travailler en transversalité. Alors, aussi bien, ça a été créé pour travailler donc avec différents milieux, différentes populations. C'est parti, voilà. Il faut la société actuelle. Plus fort. Oui, je crois fermement que ce rêve n'est pas seulement dans mon âme, je crois qu'il est dans d'autres âmes, et que par conséquent, ce rêve a une sorte de réalité. Donc là, ils arrivent à l'Assemblée nationale, de tous les coins de France. Ce que vous avez souffert, on aura peine à le croire. La société doit désormais de se développer et d'y porter remède. Elle vous doit de veiller à la conservation de votre vie, De votre santé, de votre intelligence, de votre utilité. Elle vous doit du travail, des aliments, de l'instruction, de l'honneur, de l'emploi à vos bras, de la confiance à vos faire. La société, vous allez y porter la main. C'est un édifice que vous allez construire pour la postérité. Ne souffrez pas qu'il soit bâti pour quelques-uns seulement, tandis que l'humanité restera à la porte, nue, affamée, avilie, désespérée. Levez-vous et parlez. C'est que d'un coup, c'était leur place. Et de se dire que ces jeunes gens qui étaient là pour dire ces textes politiques de sang qui avaient été écrits il y a un siècle et demi, c'était leur place, c'est leur maison. C'est notre maison, l'Assemblée nationale. Alors quand on m'a demandé ensuite d'en faire un spectacle, c'est vrai que j'ai hésité. Parce que la vérité de ce moment demandait, je le sais en tant que professionnelle, une reconstruction.
Et j'avais peur que nous ne retrouvions pas. Parce qu'il ne s'agit pas de reproduire, jamais, au théâtre. Il faut réinventer. Que la femme n'est pas à l'égal de nous, c'est-à-dire que on a beau dire tout ce qu'on veut, mais on vit dans quelque chose où, que ce soit par la télévision, par la radio, toutes les informations qu'on nous donne, ben, on nous montre que y a toujours un petit écart. Bon, c'est sûr que cet écart se resserre, mais il y a toujours la femme qui est peut-être toujours en dessous de l'homme. C'est un combat qui est encore actuel et nous, ça nous a tenu à cœur parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'était en 1848 et qu'aujourd'hui, c'est la même chose, quoi. Par exemple, j'ai pas envie de faire du préjugé, mais si on regarde nous qui venons de Nanterre, si on regarde dans notre ville la situation de certaines jeunes filles, elle n'est pas aussi différente que celle de l'époque de George Sand. Vous avez usé de violence en m'enfermant dans ma chambre. J'en suis sortie par la fenêtre pour vous prouver que vouloir régner sur la volonté d'une femme, c'est exercer un empire dérisoire. J'ai passé quelques heures hors de votre domination. J'ai été respirer l'air de la liberté pour vous montrer que vous n'êtes pas moralement mauvais et que je ne dépends que de moi sur la terre. J'admire un petit peu ce qui se passe pendant la scène de l'Indiana, puisqu'elle a quand même le courage de s'opposer à son mari, de lui dire les choses en face. Et on prend un plaisir de parler comme ça, en l'occurrence là c'est Denis, mais à un homme, et on se met vraiment dans la situation et on le regarde vraiment déterminé et on dit vraiment nos phrases à fond. Occupez-vous du départ. Je suis prête à vous aider et à vous suivre. Non pas parce que telle est votre volonté, mais parce que telle est mon intention. Vous pouvez me condamner, mais je n'oublierai jamais Caroline. Moi, j'aime bien transmettre les outils. Moi, on m'a transmis des outils. Et actuellement, mon bonheur est celui-ci, je dois le dire, c'est de transmettre ce que l'on m'a transmis et qui m'a aidé. Et donc, de le donner. Je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais dire, de le donner et qu'ils s'en servent. Vous pouvez arrêter là, parce qu'après, il y a tout le générique. Voilà, c'est ça, on a peu de temps, on peut arrêter. Le générique est très très long, puisque ça s'est passé avec énormément de lycées de France, aussi bien de Paris, intramuros, de la banlieue, même jusqu'en Belgique et en Italie. Ces propos de Sand, aussi bien sur la République de 48 et sur le genre. Donc c'était un énorme projet qui a pris beaucoup d'années. Donc je préférais vous montrer ça, parce que là, il y a une participation, il y a donc l'équipe de comédiens professionnels et des jeunes filles et des jeunes gens d'un peu partout. Et en revanche, pour les années, bon, on est dans le type de théâtre plus traditionnel. Vous avez un plateau, vous avez des comédiens et on regarde. Mais cela dit, bon, il y a toute la question des transfuges de classe, il y a toutes les questions qui sont abordées dans le texte d'Annie Ernaux, et sur la question de la pilule, de l'avortement, de la société, le regard de la société sur la femme, tout ça. Enfin bon, c'est le texte d'Ernaux, hein. Alors ça, c'est comme vous voulez.
Normalement, on va laisser un peu de temps pour la discussion. S'il y a des questions je pense que c'est bien. sur des aspects du travail de Jeanne ou notre collaboration, parce que là, de fait, on a essayé de faire un peu différemment de ce qui était prévu, compte tenu du fait qu'on avait des intervenants absents. Donc voilà, si vous avez des questions pour Jeanne. Je crois qu'il doit y avoir un micro. Oui. Oui. Bah, je sais pas, peut-être si vous pouvez revenir aussi sur concrètement en fait, comment ça se passe la collaboration. Est-ce qu'il y a une asymétrie par exemple entre les deux personnes, les deux rôles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers l'autre, qui amène un projet avant l'autre? Est-ce que c'est vraiment une construction commune? Est-ce que aussi le fait de s'entendre bien personnellement ça joue? Enfin, quelles sont toutes ces choses-là en fait qui amènent concrètement au projet, ou en tout cas qui le fait vraiment exister? Je réponds, Isabelle? Moi, je suis venue chercher Isabelle, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est moi, je voulais... Pardon? Pardon? Oui, il fallait absolument que j'aille... Oui, c'est moi, je suis allée vers Isabelle, parce que c'est aussi en discutant avec Annie Ernaux, qui m'a dit que Isabelle Charpentier avait fait une thèse. Et donc j'ai dit, mais comment je peux joindre Isabelle Charpentier? C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où on s'est rencontrés, hein, disons les choses simplement, pour moi j'avais besoin aussi de cette caution scientifique pour le spectacle, non, pas forcément, hein, je le dis tout de suite, parce que c'était déjà assez compliqué de mettre ensemble ces 3 textes d'Annie Ernaux. Je lui en ai parlé, j'ai parlé à Isabelle de ça, d'enchasser un peu les 3 textes, mais pour mettre sur pied ce chantier et ce premier séminaire. Moi je ne suis pas universitaire, hein, même si j'ai fait des études d'Institut d'études théâtrales, je ne suis pas de caution scientifique pour faire ça. Mais je trouvais formidable qu'on puisse donner un écho beaucoup plus large. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y avait énormément de monde. Et avec le fait de ces ateliers passe-frontières, il y avait énormément de lycées, parce qu'à cette époque-là, et d'enseignants, parce qu'à cette époque-là, les académies, vous savez, on parlait des disciplines tout à l'heure. L'Académie de Paris ne travaillait pas avec l'Académie de Créteil, il n'y avait pas de transversalité. Or, nous, au théâtre, on travaille en transversalité tout le temps. On ne peut pas parler d'un texte sans savoir dans quel contexte il s'est passé. On ne peut pas jouer un personnage sans parler de la situation. Enfin, peut-être, on a appris ça, c'est le b.a.-ba du théâtre. Donc, la transversalité est fondamentale pour nous. Donc, moi, je voulais travailler en transversalité. Et c'est sûr que l'ouverture qu'a apportée Isabelle a été très importante. Et quand, par exemple, j'ai travaillé, alors si on parle du texte de Sand, c'était une commande. Hein, ça m'a été demandé par le ministère et par Reine Pratt, qui était chargé à ce moment-là du bicentenaire de l'année Georges Sand, et par l'Assemblée nationale, pour ne pas le nommer Jean-Louis Debré, et donc le ministère de la Culture. Donc le projet était énorme. Mais c'est évident que là, c'est venu d'en haut, je dirais, mais c'est en rencontrant Michel Perrault, donc grande historienne, que là j'ai compris la portée totale de ça. Donc c'est incroyable ce qu'elle m'a apporté, Michel. C'est évident. Vous comprenez, c'est réellement... Tout à l'heure on parlait de ça, c'est totalement dialectique. Comme quand vous travaillez avec des jeunes. Je veux dire, cette jeune fille qui a refusé, qui a balancé le texte, mais je la remercie. Je la remercie. Parce qu'elle m'a fait comprendre que non. Il y avait un écart total entre la loi et les mœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est ce mouvement dialectique que nous avons toutes les deux, ou qui était avec Michel Perrault, ou qui a été avec Reine Pratt actuellement, ou avec Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, c'est extraordinaire. On se nourrit mutuellement les unes des autres. Et c'est ça qui est formidable. Moi, j'aime travailler les aventures artistiques en groupe. C'est une richesse immense. Ça, c'est fondamental. Après, pour te répondre, Elsa, tu vois, j'ai préparé un guide d'entretien
Voilà. Enfin plusieurs en fait, qui étaient très liés à la connaissance du parcours que j'avais de Jeanne, mais aussi à tout un tas de zones d'ombre dont j'avais besoin, moi, pour reconstituer sa trajectoire et mettre en lien cette trajectoire, les éléments sociobiographiques de qu'est-ce que c'était d'être une jeune femme en province à l'époque où Jeanne, par exemple, entre à l'école normale d'institutrice. C'était quoi le théâtre public à l'époque, quel type de carrière elle a pu avoir, sachant qu'il y avait très peu de femmes metteurs en scène de théâtre à l'époque. Et par ailleurs, j'avais accès à ses archives, je connaissais son travail, j'ai eu accès, là, pour la première fois, à des archives dont je découvrais toute la richesse, et ça a aussi permis de nourrir les guides d'entretien, et de me dire qu'il y avait effectivement une collaboration possible qui était très différente de celle qu'on avait eue jusque-là, mais qui visait à rendre compte au travers d'un cas, c'est cette histoire de pensée par cas, de la trajectoire d'une femme dans un métier culturel non mixte, clairement à l'époque, de ce que ça disait du théâtre public, de ce que ça disait des rapports de domination de genre et de classe sociale à l'époque, et en quoi tout ça avait eu un impact sur les choix artistiques qu'elle avait faits, en lien par ailleurs avec son engagement féministe et syndical. Donc en fait c'est un peu comme ça que ça s'est fait, si tu veux, et ça a été des guides d'entretien qui ont été repris à plusieurs reprises, puisque Jeanne, évidemment, raconte pas sa vie, c'est des guides sur la base qui visent à mettre en forme un récit de vie, et qui sont jamais chronologiques, donc ça nous a demandé, ça fait quand même des mois maintenant qu'on travaille là-dessus, voilà, mais la base du travail, c'est des entretiens, ouais, avec des guides qui ont été repris à plusieurs reprises. Il y avait quelqu'un? Oui. Déjà, merci parce que vous parlez avec telle passion et un engagement que moi, je pense que ma collègue aussi, ça résonne. Vous avez parlé de beaucoup des jeunes, des lycéens, etc. Et je pense que... Ah, vous m'entendez pas? Non, présentez-vous. Si. Ah. Alors, je suis Madame Christie et Madame Maquet, on est professeurs au micro-lycée d'Amiens. Et on a emmené des jeunes qui vont bientôt passer le baccalauréat. Et je pense qu'on est très heureux d'être venus et de vous avoir entendu. Et la question qu'on voulait poser avec ma collègue, c'est vous parlez de belles aventures, etc. Est-ce que vous menez encore des projets dans des lycées? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez venir nous voir, s'il vous plaît? Alors, j'interviens plus maintenant, mais on me demande autour des textes d'Annie Ernaux, par exemple, je vais la semaine prochaine à Périgueux, pendant 4 heures d'atelier autour de textes d'Annie Ernaux, parce qu'il va y avoir une journée Annie Ernaux, et donc comme Annie Ernaux d'ailleurs ne peut pas y aller, c'est moi qui y vais. Je vais faire travailler des élèves pendant 4 heures sur des textes d'Annie Ernaux, ensuite je vais présenter mes travaux, des extraits de captation de mes spectacles, et ensuite présenter un film qui a été fait par une amie, Michel Porte, une grande cinéaste, sur Annie Ernaux. Voilà, je viens faire une journée Jeanne Champagne, si vous voulez, pas de problème. Disons, exceptionnellement, je le fais, mais je le fais volontiers, et surtout quand ça, voilà, mais des ateliers au long cours, non, parce que là maintenant on me demande trop, on me le demande beaucoup, mais dans un cadre particulier, voilà, je vous l'ai donné, je vais 3 jours à Périgueux la semaine prochaine, et je sais qu'il y a d'autres demandes, donc je suis obligée, je le dis, mais c'est tout à fait envisageable, et en présence, c'est ça, dans une collaboration. Merci. Merci à vous. Oui, j'ai une question, merci beaucoup pour votre... Présentez-vous. Oui, je suis Domitiana Serran, et je suis étudiante en Master 2 d'Histoire de l'art. Et je voulais vous poser une question. Je vous remercie pour cette intervention qui était très intéressante. Après, effectivement, la mise en scène d'Annie Ernaux, les premières mises en scène d'Annie Ernaux, s'il y a eu des controverses liées à ça, parce qu'effectivement, comme on a pu voir, c'est un texte effectivement très engagé politiquement et aussi très féministe. Et s'il y a eu des controverses... Tout au long de la tournée, ça a été absolument... Annie Ernaux est partie avec nous en tournée à Angers. Bien sûr qu'il y a eu des controverses. Il y a eu vraiment, elle a été extraordinaire, parce que moi j'étais fascinée par elle, comment elle répondait parce qu'on faisait des rencontres comme ça. Hein, et donc il y a eu des insultes à son égard, réellement des choses qui étaient très dures, mais elle répondait très justement, et on a eu un témoignage magnifique que là, je ne crois pas l'avoir, la lettre, une prof
qui travaillait dans un établissement catholique privé et qui nous a dit que quand les jeunes filles et jeunes gens ont passé le bac, alors qu'ils avaient étudié énormément de textes, ce texte-là revenait à chaque fois en disant « ce théâtre, on ne l'a pas oublié, cette pièce de théâtre, on ne l'a pas oublié, c'est quelque chose qui nous a marqué profondément, parce qu'elle nous parlait de nous. » Donc c'était très fort, très émouvant. Voilà, on a eu des retours. Bon, bien sûr, moi j'ai dans les archives, j'ai plein de retours, des lettres écrites par des élèves, et qu'ils écrivaient, parce que j'ai fait tout un travail sur ce que j'appelle les lettres imaginaires, les lettres à Jules. C'était par rapport à Vallès. Pourquoi écrire à quelqu'un qui est mort, madame, me disait-il. Mais justement, c'est passionnant. Écrivez à des gens qui ne sont plus là, mais qui se sont battus pour que nous soyons là, pour que vous soyez, par exemple, dans un lycée. Parce que les jeunes filles, à cette époque-là, n'avaient pas le droit de passer le bac, ni dans un lycée. Vous savez, moi, je suis tout le temps en train de faire un... Et puis après, j'arrête, parce qu'il y a plein de gens qui vont parler. Le rapport entre présent, passé, futur. Et ça, c'est fondamental, et j'ai besoin réellement des historiens, des philosophes, des sociologues pour m'aider à faire ces passerelles et faire comprendre des choses. Parce que, bon, ben voilà, on oublie très très vite tout ça. Et il ne faut pas l'oublier parfois. J'ai une petite question, enfin pas une question, mais une observation. Un dénominateur commun dans les discours de chacune, et surtout c'est un mot que vous avez prononcé de nombreuses fois, c'est le désir. Le désir en tant que dynamique, la dynamique de comprendre, la dynamique de transmettre, la dynamique de la rencontre et de rechercher l'autre, la dynamique aussi de provoquer un dialogue avec, y compris les personnes qui sont disparues, pour créer effectivement du lien. Et aussi ça se questionne soi-même par rapport à ça. Donc là, ce qui me paraît intéressant dans vos démarches, c'est aussi le fait que le désir est dynamique. Absolument, merci à vous, c'est moteur. C'est un vrai moteur. Merci. Je suis désolée, on va être obligé de couper parce qu'on a pris un peu de retard, on a un quart d'heure de pause, donc on va se retrouver pour la pause où vous pourrez poser vos questions. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté.